Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon tout le monde. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez toujours la deuxième saison de mon podcast Dans le franc des yeux qui s'intitule Le Québec en quarantaine. Qu'est-ce que c'est Le Québec en quarantaine? C'est une série pour essayer de revisiter l'histoire de la naissance du Québec dans une loupe peut-être un peu plus complot réaliste, si ça se peut, avec mes invités. Le but, c'est d'essayer de mieux comprendre notre place à nous, aux Canadiens français, au travers des passages de grands sujets comme la science, la géopolitique, et de se sortir la tête du sable un peu peut-être avec l'affaire des méchants complotistes de région édentée, OK? Et de s'affirmer un peu plus en se disant peut-être, hey la gang, peut-être qu'il serait temps de se réveiller, là, l'histoire du monde a été gérée par des complots. OK, l'histoire du monde est gérée par des groupes, OK, avec des intérêts, OK, qui se cachent puis qui essaient de dominer le monde. C'est pas mal. C'est peut-être plus ça la réalité que se dire ah, il y a eu quelques complots à quelques moments, mais le monde moderne est pur et les complots, c'est terminé parce qu'on a de la technologie et que tout va bien. C'est une idée. Le temps de quelques épisodes, peut-être que vous pourriez vous dire ah, ouais, peut-être dans le fond qu'il y a une façon de voir le monde, sans dire que vous acceptez tout ça, là, mais peut-être juste de le considérer en l'espace de quelques semaines, le temps de voir la série Le Québec en quarantaine. Ça se pourrait-tu que finalement le monde, au contraire, est géré juste par des fucking complots et non pas par toujours des choses à découverte, euh, commune, transparente, hein, et voilà. Donc, si par contre, ça vous fait faire de l'urticaire juste de penser au mot complot, hein, on sait que ça a été martelé beaucoup par les médias, je pourrais dire, les médias mainstream de masse pendant les 3 dernières années, énormément. Ça a-tu une raison pourquoi ça vous fait faire de l'urticaire? Est-ce qu'il vous aurait peut-être programmé en pensant que juste le mot complot doit vous occasionner une réaction physique quasiment maladive? Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire qu'il y avait une intention derrière ça, puis que là, vous êtes victime de ce complot? Je ne sais pas. Niaise, OK? On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. La chose importante, par contre, OK, c'est qu'on va essayer, on va essayer d'arrêter de se comporter en adolescent. On va se dire, OK, en tant qu'adulte, là, si on regarde le monde de façon réaliste, ben, il y en a peut-être encore des complots aujourd'hui. Et d'où est-ce que ça viendrait, ça? Ben, on va essayer de faire un petit peu plus la lumière là-dessus que si on ne fait pas de recherche puis on ne va pas plus loin dans l'histoire pour essayer de comprendre d'où on vient. Voilà. Une autre chose importante, je vous rappelle, c'est une série chronologique, donc c'est toujours en ordre d'âge et d'intérêt. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, à commencer à l'épisode 0, qui est la présentation des 3 invités. L'épisode 1, la semaine dernière, ensuite de ça, qui est la thèse générale. Ça va vraiment vous donner la table, donc mettre la table pour que vous compreniez un peu c'est quoi les sujets principaux qu'on va explorer dans les prochaines semaines. Et ensuite de ça, aujourd'hui, l'épisode 2 sur l'Acte de Québec de 1774 et la Révolution américaine de 1776. Donc ça, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On retourne donc dans l'histoire pour voir la situation politique qui régnait en Amérique du Nord dans la loupe de la Révolution américaine pour bien comprendre notre rôle à nous en tant que Canadiens français et de Québécois plus largement à ce moment-là. On va s'attarder à qu'est-ce qui faisait des États-Unis un système politique si différent des autres à l'époque. Parce qu'encore aujourd'hui, j'entends des gens débattre un peu de politique et tout ça, parler de l'Occident comme si c'était toute la même chose au niveau politique, hein, mais au niveau des valeurs, au niveau de du peuple et que l'individu est sacré dans une nation. Est-ce que c'est vrai ou si vraiment il y avait quelque chose de différent dans les papiers, dans la Constitution, dans la Déclaration d'indépendance aux États-Unis qu'on n'a pas, nous, ici au Canada? On va parler un petit peu de ça ici. Et quels étaient les liens entre la science dans son sens large de méthode scientifique, au sens large, donc au sens naturel, au travers de quelqu'un comme Benjamin Franklin, le grand-père donc le père des pères de la Révolution américaine. Comment percevait-il, lui, quelqu'un comme lui, la notion de science comparativement à ce qu'on se fait servir aujourd'hui comme étant supposé science qui n'a aucun lien avec tout le reste de la vie? Parce que dans ce temps-là, ben, lui, il voyait que la science, c'était politique autant que c'était technique, autant que c'était naturel. Surtout, on va se demander aussi pourquoi Franklin était venu ici voir nos ancêtres sur notre territoire avant de lancer le projet de révolution américaine. Qu'est-ce qu'il nous voulait, Franklin, ici? Y avait-tu quelque chose que nous, on pouvait leur offrir? Bonne question.
Et un des gros morceaux pour moi, vraiment, de toute la série. En fait, l'épisode d'aujourd'hui est super important et un des gros morceaux, c'est 1774, l'Acte de Québec. C'est quelque chose que j'avais aucune idée que ça existait, ce papier-là, cet événement-là dans notre histoire collective. Je lis quand même beaucoup de chroniques, d'articles de journaux sur l'histoire, l'indépendance, ces affaires-là, puis j'avais jamais, je pense, en tout cas, sinon ça avait sorti de ma tête parce que je me foutais de la politique peut-être quand j'étais plus jeune, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, si vous voulez comprendre la suite des choses, l'épisode d'aujourd'hui, portez attention à la section sur l'Acte de Québec. C'est vraiment incroyable comme événement ce qui s'est passé là. Donc, rappelez-vous, hein, en terminant l'introduction, que mon but n'est pas de vous dire quoi penser, ni même que c'est la seule vraie version officielle de l'histoire, ce qu'on va discuter ici, c'est juste de contribuer à votre évolution personnelle et de vous aider à, suite à ça, prendre ces morceaux-là et de continuer à faire vos recherches et de voir peut-être un peu même plus largement les autres choses qu'on ne comprend pas peut-être de l'histoire plus large au niveau de la planète, de l'humanité et tout ça. Et sur ce, voici le deuxième épisode officiel du podcast Le Québec en quarantaine qui s'intitule L'Acte de Québec de 1774 et la Révolution américaine de 1776 avec mon superbe invité, Mathieu Herrett. Bon show! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un gros flashback dans l'histoire. Parce que quand on parle de l'histoire du Québec, eh bien, tout le monde, hein, on le sait, des boomers jusqu'aux milléniaux, tout le monde connaît l'obsession qu'on a au Québec pour la Révolution tranquille. Un peu plus loin, on connaît également la grosse importance dans les années 1830 30 et 40 de la Révolution des Patriotes au Québec. Mais il y a des choses dont on parle un petit peu moins parce que bien sûr, la Révolution tranquille, ça nous a permis de s'émanciper d'un côté très positif de la religion. Mais avant ça, il y a eu quelque chose avec la religion catholique au Québec qui était très, très important. On est passé d'une religion qui était la plus catholique en Amérique du Nord à la religion qui est devenue pratiquement la moins pratiquante, à la population qui est devenue pratiquement la moins pratiquante en l'espace de peut-être une décennie ou deux, là, si on résume rapidement. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Dans nos médias alternatifs au Québec, on a des gens comme Nomos TV qui parlent de choses différentes par rapport à la Révolution tranquille. Eux parlent de l'importance positive qu'a eu la religion. Il y a aussi le studio Théovox, je ne veux pas me tromper de nom, qui parle énormément aussi de l'importance de la religion dans l'histoire du Québec. Mais quand je dis avant ça, je veux dire vraiment avant ça. Donc, avant les Patriotes, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans notre histoire culturelle ici. C'est premièrement la place du Québec dans le monde plus largement. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 1608, la fondation de la ville de Québec, la fondation peut-être même du Canada, si on veut, parce qu'avant que l'Empire nous conquérisse, eh bien, c'était nous qui étions là ici. Et ensuite de ça, entre la Révolution de 1837 et 1838, il y a un événement majeur qui s'est passé, c'est la Révolution patriote, mais américaine au sud de la frontière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le Québec quand les États-Unis sont nés et la conquête de l'Empire britannique qui était là en même temps? Ça brassait beaucoup dans ce temps-là. Alors, mon invité d'aujourd'hui, que vous avez découvert dans les épisodes passés, des recherches et des conclusions intéressantes et des faits qu'on ne discute pas beaucoup, je dirais peut-être même pas du tout dans le paysage médiatique principal et alternatif au Québec. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Juste avant, je vous dis merci d'être là tout le monde au podcast. Si vous êtes là en audio ou en vidéo, ça fait vraiment chaud au cœur que vous soyez ici tout le monde. N'hésitez pas à partager, aimer et vous abonner pour la suite. Si vous voulez avoir la suite de la série Le Québec en quarantaine, ben, ça va être juste ici que ça va se passer. Le groupe Telegram est probablement le meilleur endroit. Donc, c'est Telegram, t.me/lefranc-maçon en un mot. Alors, merci beaucoup d'être là tout le monde. Et maintenant, je présente mon invité très rapidement parce qu'on l'a connu dans la vidéo d'introduction. C'est l'éditeur du Canadian Patriot et également un des fondateurs et animateur de la Rising Tide Foundation sur Internet. Je vous invite à suivre ces deux institutions ou ces deux journaux web, ces deux webinaires, si on veut, avec beaucoup d'attention parce qu'on a énormément d'informations de qualité qui s'y trouvent. Alors, Mathieu Herrett, bienvenue encore une fois à Dans le franc des yeux. Hey, merci, Gab. C'est toujours un plaisir de parler avec vous.
Tranquillement, on développe une petite chimie, si on veut, de toi qui passe du côté français. Alors, je te remercie beaucoup aussi de faire l'exercice en français pour nous. C'est super apprécié. Je sais que c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile pour toi et aisé, mais moi, j'apprécie énormément ton temps et puis les notions que tu apportes sont, je trouve, super importantes. Évidemment, en tant que personne qui fait ses propres recherches et tout ça, c'est dur pour moi de juger où est la vérité parfaite. Mais l'ensemble de ton œuvre qu'on découvre aussi sur ton blog qui va être linké ou lié dans les notes, pour moi, c'est quelque chose qui fait le plus de sens dans les différentes recherches qui m'intéressent par rapport à un peu mettre toutes les pièces ensemble du puzzle parce que c'est rare que quelqu'un qui prend également la peine de voir ça sous la loupe de la méthode scientifique, ce dont on a parlé dans le dernier épisode. Alors, encore une fois, bravo pour ton travail. Merci d'être là. Et sautons directement dans l'histoire. Alors, on fait notre flashback, le retour en arrière, Mathieu. J'ai envie de te lancer peut-être la première question assez ouverte. La Révolution américaine, la genèse des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce que ça te dit pour toi en lien principalement avec l'histoire du Canada et du Québec? Est-ce que ton intuition première, c'est de retourner un peu plus en arrière avant ça pour parler de la Révolution américaine ou est-ce que tu as envie de commencer par directement quand ça s'est passé? Je te lance un peu la question ouverte. C'est quoi Je pense l'importance pour toi que, de la Révolution américaine? ouais, comme une Canadien, la Révolution américaine, historiquement, n'a pas fait grand-chose pour moi. Notre système d'éducation nous encourage vraiment, les Canadiens et les Québécois, de ne pas vraiment respecter qu'est-ce qui se passé dans les États-Unis en 1776. Beaucoup. Et on est vraiment encouragé de nous voir comme le meilleur de toutes les places sur le continent américain, nord-américain, parce qu'on n'a jamais eu une révolution. On a des libertés, on a tous les droits, mais on n'avait jamais vraiment perdu la scène dans une bataille pour la liberté, comme les révolutionnaires américains. C'était pour moi un peu plus récemment, peut-être en 2004-2005, quand j'ai commencé à vraiment poser la question, pourquoi est-ce que nous sommes une monarchie? Partout dans toutes les Amériques, sud, centrale, nord, c'est tout des républiques. Mais nous, ici en Canada, on est une monarchie. On n'électe pas notre chef d'État. On a une gouverneur général en chaque province. On a une lieutenant governor qui est, elle ou il est la main, la autorité de la reine de l'Angleterre Ouais. qui domine avec un conseil privé, avec vraiment un État profond, institutionnalisé. D'abord, pourquoi est-ce qu'on n'est pas une république? D'abord, pour répondre à ça, j'ai commencé avec des amis en faisant une étude de qu'est-ce qui se passé durant la Révolution américaine, parce que Benjamin Franklin, il était ici à Québec, à Montréal, pour plusieurs semaines. Il était ici en 1776, en mars et avril. Il était en train de mobiliser, organiser des patriotes québécois pour joindre l'armée de George Washington. Est-ce que ça te dérange peut-être de prendre une seconde ou deux juste pour, ou à moins que tu voulais garder ça pour plus tard, pour décrire c'est qui Benjamin Franklin un peu et son rôle peut-être même dans la Révolution Oh, c'est américaine, sûr. parce que c'est un personnage quand même central, surtout si on fait le pont avec Non, l'aspect scientifique. oui, il est assez important parce que, et oui, je peux faire la connexion. So, la révolution elle-même n'était jamais quelque chose basé sur les 13 colonies qui ont dit tout ensemble, on ne veut plus payer les taxes à une roi. On juste veut être indépendant. C'était pas ça. Tu avais une mobilisation internationale et probablement le personne le plus important, c'est Benjamin Franklin qui a initié beaucoup de ce processus. Il était un homme scientifique. Il n'avait pas une étude, il n'a jamais étudié dans l'université, mais il était capable, à cause de son esprit et son rigueur de faire une découverte très importante en 1751-52
de la nature de l'électricité. C'était quelque chose qui a confus tous les grands scientifiques en Europe. Mais lui, avec une éducation de primaire 3, il était capable de faire cette découverte et de le partager. Puis pour lui, le découverte dans la métaphysique aussi, la science de la moralité, les lois, l'économie, faisait partie toujours de les découvertes dans la physique. C'était pas deux choses différentes. Et c'était pas juste lui. Il y avait plusieurs personnes dans son temps qui a eu cette connexion entre le monde métaphysique, moral et le monde physique. Et c'est pour ça que tu avais des gens comme Lavoisier, le grand chimiste en France, qui était un de ses collaborateurs en France, aussi des grands astronomes comme Jean-Sylvain Bailly, le maire de Paris, qui était le chef de l'Assemblée générale en France. Les deux ont perdu leur tête aussi quand la Révolution de France est devenue un mouvement jacobin comme une révolution couleur. Ouais. D'abord, internationalement, tu avais la Russie, Catherine the Great, qui faisait partie de ce réseau qui a créé la Ligue de Armed Neutrality pour garantir des flots d'armes aux révolutionnaires. Tu avais, même en Inde, en Mysore, la province de la sud de l'Inde, qui était une province musulmane, tu avais Hyder Ali, puis son fils Tipu Sultan, qui les deux ont été des révolutionnaires anti-impériaux contre l'Empire britannique, qui a envoyé des messages au Congrès continental dans les États-Unis pour dire on est ensemble dans une bataille pour l'humanité. Le Congrès continental, c'était l'entité comme des 13 colonies, c'est ça, qui se mettaient ensemble pour tenter de sortir de ce système impérial britannique. Exact. Ouais, c'était pas juste le congrès de les 13 colonies, c'était le congrès continental parce que leur vision, c'était de libérer toute le continent. Maintenant, pourquoi est-ce que c'était une grande chose? C'était parce qu'avant ce moment-là, toutes les différentes formes de gouvernement qu'on a eues depuis des centaines et des mille d'années ont été des différents types de gouvernements monarchiques, dictateurs, impériaux, où le source de la loi a été les institutions héréditaires, soit Espagne, France, l'Angleterre, partout, depuis Rome et avant ça. On n'avait jamais eu une société basée sur l'idée que chaque être humain a des droits inaliénables et que la raison d'être d'un gouvernement, c'est de protéger le bien-être social et que c'est le consentement de chaque citoyen qui donne le pouvoir aux lois, au gouvernement. Ce n'était pas juste un souverain, chaque individu est souverain. Dans une monarchie, c'est un souverain qui donne des droits de liberté ou peuvent prendre les droits de les gens. Ouais. C'était vraiment une grande shift paradigmique dans l'histoire universelle. Et c'est bon de vraiment penser, parce que aujourd'hui, les États-Unis est devenu vraiment assez impérial depuis les dernières décennies, spécialement après l'assassination de John F. Kennedy, que les gens ont vraiment perdu le foi ou la sensibilité que la Constitution, la Déclaration avaient une poids. Ils le voient juste comme des documents hypocrites. C'était jamais sérieux. C'était juste pour avoir des esclaves et attaquer des Native Americans. Les Autochtones, si on veut, les Premières Nations. Ouais, c'était jamais honnête. Mais non, il y avait, et c'est pour ça que j'ai écrit mes 4 livres de l'histoire canadienne pour vraiment documenter que non, tu avais cet élément impérial depuis le commencement, affilié avec les banques de Wall Street, les banques de Londres, les grandes financeurs qui ont été des élitistes. Et ça, c'était comme l'origine de l'État profond, qui est un processus continuel, même aujourd'hui, mais c'est pas commencé en 2016. C'est ça. C'était toujours là, mais tu as aussi un processus qui est basé sur les traditions honnêtes, bon, anti-impériales, qui veut créer une nouvelle société juste
Et Benjamin Franklin, il représentait vraiment une force basée sur ça. Et dans son avis, il voulait que les Québécois ont devenu la 14e colonie, qui dit ensemble, on va signer la déclaration d'indépendance ensemble. Et il y avait de bonnes raisons pour expecter ça, parce que la Français, la Nouvelle-France les Français ont perdu la Grande Guerre de 7 ans au l'Angleterre, et il y avait beaucoup des abus qui ont été souffris par les Français ici au Canada, et beaucoup des sympathies pour la cause américaine. D'abord, beaucoup de la population, même la majorité, ont été vraiment pour la cause d'indépendance. Mais le problème, c'est que tu avais une élite ici basée sur l'Empire britannique, les forces jésuites et aussi de l'Église de l'Angleterre, avec la reine ou le roi à la tête de l'Église, qui avaient utilisé leurs assets corrompus comme Bishop Briand de Leurs l'Église. assets, ce serait peut-être infiltrateur, si je pourrais dire quelque chose comme ça. Infiltrateur, Ou oui, c'est ça. potentiel espion, mais disons infiltrateur, c'est plus juste peut-être. Oui, mais ils ont accepté je ne sais pas en français le mot pour ça, mais en anglais, c'est bribes. Des pots de vin. Beau de vin? Pots de vin. Pot de vin. Wine, Okay. like wine pots, for example. Like you bribe with a wine pot, right? Ah, OK, oui. Ils ont accepté quelques pots de vin empoisonnés en 74. 2 ans exactement. Et je veux qu'on en parle, puis je m'excuse, je t'interromps une seconde parce que je veux, pour mes amis québécois, franco-canadiens qui m'écoutent, je veux faire une petite pause ici parce que ce que tu as dit, c'est tellement important. Pour moi, je trouve, quand j'ai comme commencé à mettre ces morceaux-là ensemble, puis quand j'ai commencé à te lire, puis faire, oh, là, j'avais comme le point de vue d'un gars du Québec, mais plus anglophone, tu sais, qui m'ajoutait des trucs, ça allait vraiment stabiliser des idées dans ma tête que j'avais comme l'intuition de ces choses-là qui sont super importantes parce que moi, j'ai grandi, tu sais, moi, je suis vraiment un Canadien français. Moi, je viens de région, je viens du Lac-Saint-Jean, tu sais, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, moi, j'ai grandi justement avec la notion que les Américains sont juste toujours fiers, puis l'idée qu'ils sont obsédés par la Constitution, puis le drapeau, puis tout ça, c'était toujours négatif, tu sais. Pour moi, dans la culture dans laquelle j'ai grandi. Pour moi aussi. Ouais. Right, exactement. Tu sais. Puis nous autres, du côté francophone, ça s'est beaucoup renforcé dans les années justement post-révolution tranquille avec des œuvres comme ensuite de ça, il est venu avec Pierre Falardeau puis Elvis Gratton en français qui riait beaucoup des Américains à cause de ça. C'est très drôle, pareil pour moi en tant que Québécois, mais inconsciemment, on en vient à développer une certaine prise de connaissance ou un certain biais cognitif comme de quoi que c'est toujours négatif, l'idée du patriotisme américain. Donc, c'est super intéressant. Puis le lien avec Benjamin Franklin aussi est très, très intéressant que tu disais l'aspect scientifique. Puis je veux juste, pour les gens qui écoutent, on est vers la fin janvier tranquillement. On est au 20 janvier présentement en enregistrant cette émission. Et j'ai enregistré il y a 2 jours un podcast avec un sismologue québécois qui s'appelle Reynald Duberger. Sur la science du climat. Fait que peut-être qu'il y en a qui l'auront écouté. Tu sais, puis au début, moi, je lui disais à lui, il me posait des questions par rapport à la pandémie, tu sais, puis il me disait, c'est une question 100% scientifique, la pandémie. Puis là, moi, je lui disais que oui, mais dans ma vision à moi, tout est une question scientifique. Pour moi, tout respecte la science. Puis lui, il était comme, non, 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 il y a des choses scientifiques dans la vie, puis il y a des choses pas scientifiques. Puis là, je ne pouvais pas m'ostiner, tu sais, mais l'idée de dire que non, mais je ne suis pas tout seul qui pense que tout, dans une certaine façon, est scientifique, puis remonter à des gens comme Franklin et avec toi qui comprends ça, puis qui amène ça dans le point de vue historique, c'est le fun. Je pense qu'il y a peut-être un mouvement qui peut comme ramener l'idée que, d'une certaine façon, il n'y a pas de différence entre la science, la sociologie, l'économie et tout ça. Fait que c'était important pour moi de le mentionner. Fait que je te laisse continuer avec justement là, l'idée de pourquoi est-ce que le Québec aurait pu potentiellement finalement s'ajouter peut-être à cette révolution. Right, ouais. Ben, dans l'esprit d'une vraie révolutionnaire comme Franklin, la question d'une révolution, c'est moins politique et c'est beaucoup plus une bataille culturelle. Parce que c'est pas comme il ne voulait pas avoir une république en 1725 ou 35 ou 45 ou 55. Il voulait avoir quelque chose de nouveau comme ça, basé sur la loi naturelle, mais la population autour de lui n'avait pas la fortitude morale ou mentale
le développement d'effectuer un changement si grand que ça. Parce que si vous allez commencer une bataille avec le plus grand empire et les plus grandes armées sur la planète, sans avoir précédence. C'était pas comme tu peux dire que, oh ouais, c'est marché là-bas, on peut le faire aussi. Non, Ah c'est ouais. la première. D'abord, pour risquer ton vie, ta famille et tout, pour une idée, ça prend un développement de l'esprit, un développement de l'intellect qui est vraiment élevé. Mais et ce développement n'était pas là dans les colonies. Et c'est pour ça que Benjamin Franklin, quand tu regardes son vie entièrement, c'est vraiment un processus. Il il était le premier pour créer des bibliothèques, pour créer des nouvelles, pour imprimer. Il était un imprimeur, he's a printer. Imprimeur, ouais. Ouais. Puis il a créé il a encouragé une augmentation de la littératie de la population et aussi il a créé des expériences scientifiques que tout le monde pouvait partager dedans. C'était pas quelque chose juste pour les élites. Et il a popularisé tout ça. D'abord, ici à Canada, c'est un autre paradoxe pour les gens que c'est Benjamin Franklin qui était la personne qui a fondé notre poste, le Canada Post. C'était Ouais, ouais. fondé par Benjamin Franklin en Ça, j'ai 17. appris ça par toi, ça. Ouais. Yeah. Et il y avait une timbre qui a commémoré Benjamin Franklin récemment. Et c'est bizarre pour beaucoup de Canadiens. C'est comme pourquoi est-ce que le fondateur de les pères américains, les pères fondateurs de l'États-Unis, il est comme le fondateur de les pères fondateurs. Pourquoi est-ce qu'il est ici sur notre thème? Parce que tu ne peux pas avoir une société. Il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone, pas de télégraphe même. So, tu ne pouvais pas vraiment avoir une identité nationale si tu n'avais pas une capacité d'envoyer des messages partout, right? So, tu avais besoin des connexions interconnectées avec des autres villes. Il est aussi le personne qui a fondé ou a créé le premier journal en Canada avec son ami Terry Meplat, qui était une révolutionnaire en France, qui a été un imprimeur, euh, il a organisé pour venir ici à Québec pour fonder la Gazette de Montréal. C'était la première, c'était Benjamin Franklin. Oh, ça, je pense que je savais même pas. Wow, OK. Yeah. So, il était vraiment en train de bâtir et augmenter parce que le problème en Nouvelle-France, c'était que tu avais toujours les seigneuries. Dans les États-Unis, dans les 13 colonies, tu avais un différent type de culture où les fermiers ont été déjà encouragés d'avoir une sens participatoire dans le gouvernement, même quand ça faisait partie de l'Empire britannique, tu avais cette tradition. La littératie était beaucoup plus augmentée, tout le monde pouvait lire leur Bible eux-mêmes. Il ne fallait pas aller à une église pour entendre qu'est-ce que c'était dans leur Bible. Mais en France, tu avais le problème de les seigneuries, le féodalisme qui a vraiment encouragé l'ignorance dans la population beaucoup plus. D'abord, c'était difficile pour les citoyens, les sujets de France de vraiment lire les pamphlets et de développer l'essence de pourquoi est-ce que je vais mourir ou risquer ma vie pour l'idée de la liberté, you know? Pourquoi est-ce que je veux voter sur quelque chose? Je ne veux pas voter, c'était pas là. Mais il y avait, comme j'avais dit, beaucoup de sympathie. Et la population voulait quand même, faisait partir de l'armée de Washington, mais j'ai dit qu'il y avait une pot de vin. Et ça, c'était en 1774 que Ouais. les actes de Québec ont été donnés comme une pot de vin aux élites pour dire, par le roi de l'Angleterre et l'Empire, de dire, OK, restez affiliés avec nous et on va vous donner des libertés de contrôler localement ton mini-politique régional et tu peux avoir des droits pour ton religion que tu peux réguler toi-même. Et ça, c'était le nom, c'était
qui a été créé basé sur la décision d'accepter cette pot de vin, c'était d'être en four râpé. En firoapé, ouais. Four râpé, ouais. Qui était en English, wrapped in fur. Right? Exact. Ouais. En fear and fur wrapped, ouais. Yeah. Et je sais pas si tu veux poursuivre là-dessus, mais pour moi, ce moment-là, le Québec Act ou l'Acte de Québec de 1774, c'est vraiment, vraiment important. En tout cas, moi, personnellement, quand j'ai pris connaissance de ça, c'est une des choses qui m'a fait flipper ma réalité principalement. Fait que je ne sais pas si tu peux rester un peu plus là-dessus ou même, j'imagine que tu n'as pas tous les détails en tête, mais même l'idée de la combinaison de l'Empire avec l'Église dans ça aussi qui est super importante. Donc, il y avait comme aussi des cadeaux ou des bonbons de l'Église aussi en même temps dans ça, dans l'Acte de Québec, non? oui, mais je ne suis pas une expert. En fait, le personne qui a fait beaucoup de la travail, qui était l'écrivain, il y avait une des 4 livres que moi, je n'ai pas écrit. C'était le volume 1. C'était Pierre Baudry, une vieux amie qui Ah oui, c'était Baudry. OK, oui, OK. Baudry qui a fait beaucoup de ce travail, de ce boulot. Et moi, j'ai étudié assez, mais je ne suis pas un expert comme lui dans ça. All right. Mais je sais que des gens qui ont été très importants dans cette histoire, c'est les gens comme Bishop Briand, qui a été une des contrôleurs de l'Église québécoise durant ce temps-là. Et lui, il a initié une certaine type de loi. Il a dit à tous les catholiques, qui étaient comme tout le monde, que si vous allez joindre le combat pour l'indépendance, tu seras excommunié. Excommunié, ouais, exact. Excommunié, ouais. Et pour un catholique, durant ces temps-là, ça veut dire que tu seras à l'enfer pour l'éternité. Ça, ce n'était pas une risque que beaucoup de monde voulait prendre. D'abord, quand Benjamin Franklin était ici, il a trouvé beaucoup de sympathie, mais pas beaucoup de gens qui voulaient joindre la cause. C'est ça. Et fait que là, on se retrouve avec une situation où est-ce qu'il y a des pots de vin financiers, style politique, plus la peur religieuse basée même sur la peur spirituelle, à la limite métaphysique de la mort et tout ça, parce que c'est tout nous autres, dans ce temps-là, la religion, en tout cas d'après ce qu'on s'imagine de ce temps-là, évidemment, la notion du paradis, de l'enfer avec l'Église catholique, c'est extrêmement fort, plus le lien social à cause des seigneuries. Alors là, si tu as les deux choses ensemble qui viennent se mettre, les Québécois, Canadiens, Français dans ce temps-là, oublie ça. Well, t'avais des gens, il y avait quelques centaines même autour de... Ouais. Gosselin, c'était pas Gosselin? Yeah, oui, Clément Gosselin, qui était l'espion de Washington québécois. Et lui, il a organisé et mobilisé 2 groupes d'environ une centaine des fermiers québécois qui est devenu des battalions dans l'armée continentale. Et on dit, on va suivre nos consciences et non la peur. Ça, c'est une chose. On a des gens qui ont été courageux, mais c'est sûr, il y avait beaucoup de corruption. Puis le reste de la Canada ont décidé de rester dans l'embrasse de l'Empire britannique. Et après la Révolution, durant la guerre elle-même, qui était une guerre de 6 ans, right, de 76 jusqu'à 83, quand le traité de Paris a été signé. Mais durant ce temps, tu avais parce que Canada, c'est pas juste les francophones, on a des anglophones comme moi. D'abord, d'où viennent ces anglophones? Exact. C'est parce que tu avais des loyalistes américains qui ont dit non, notre affiliation est toujours avec l'Angleterre et l'Empire britannique, on ne veut pas être indépendant. Et eux autres, ils ont tout échappé, les États-Unis, et l'Angleterre les a donné des territoires ici en Canada. Et ils ont déménagé à Montréal, à Toronto, qui est devenu, c'était Upper Canada et Lower Canada, Canada de basse et de haute. Ouais. Et une constitution a été donnée à nous basée sur, encore en 1791, c'était le premier type de constitution après le Québec Act, qui était basée sur encore l'affiliation,
l'alliance à l'Empire britannique. Les droits qui n'étaient pas inaliénables, mais juste donnés à nous et pouvaient être effacés aussi si c'était expédient. Et avec cette compréhension de l'opportunité qui a été qu'on a perdue de 76, là, on peut savoir comment et pourquoi les États-Unis on peut comprendre l'histoire américaine dans une meilleure façon parce que les assassinations des présidents de soit John F. Kennedy ou Lincoln a été initiées par des bases d'opération ici à Montréal et à Toronto. John Wilkes Booth qui a assassiné Lincoln, il était envoyé par Montréal qui était une base d'opération Confederate. Le Slavocracy avait leur base d'opération ici et aussi à Toronto et Halifax, qui était donnée à eux par l'Empire britannique qui voulait écraser toujours la Constitution et la République pour le réabsorber dans le système parce que ça a créé des exemples où les autres nations en Amérique du Sud et en Asie, partout, on avait des idées que, nous autres, on peut faire ça aussi. On ne doit pas nécessairement rester sous une reine ou une roi. C'est l'Empire britannique et l'oligarchie qui contrôlent ça, voulaient toujours effacer cette expérience. L'expérience américaine, right? Américaine, oui. Et les gens comme la personne qui a assassiné Alexander Hamilton, le créateur de la Banque nationale qui a créé c'était l'instrument le plus fort pour initier le développement national qui est hors de la contrôle des financeurs privés, a été assassiné par Aaron Burr, le fondateur de Wall Street et la Banque de Manhattan. Et après qu'il a assassiné Hamilton, il est sorti pour éviter une arrête par le gouvernement américain au Canada pour le déménager à l'Angleterre. Le Canada est toujours une place stratégique pour essayer d'attaquer les États-Unis utilisant différentes méthodes depuis 250 années. C'est vraiment fascinant. Et puis, il y a un excellent livre là-dessus. Je suis sûr que tu as dû le lire. J'ai lu ça il y a 2 ans qui s'appelle Montreal, City of Secrets. Barry Sheehy, right. Oui, exactement. Ouais. C'est Montréal, ville de secrets, en fait. Et puis, dans ça, justement, il y a un très bon résumé documentaire historique de tous les faits de ces années-là, les 10 années, mais les mois avant la Révolution américaine, et puis pas la Révolution américaine, excusez-moi, mais la guerre civile américaine par rapport à Abraham Lincoln, et puis comment que même rendu comme 100 ans plus tard, là, quelque chose comme ça, qu'il y avait encore des trucs à Montréal qui étaient là pour tout traficoter un peu ce qui se passe aux États-Unis et puis envoyer des gens là-dessus. Fait que c'est comme tu dis, c'est pas juste à la Révolution, ça s'est poursuivi après également dans le temps, là. Oui, absolument. Oui, absolument. Et non, en fait, Lincoln, il n'y avait pas juste une guerre contre la Sud, contre la Confédération dans les États dans la Sud qui voulaient l'esclave. Il y avait aussi un combat dans le Nord parce qu'il y avait des attaques terroristes initiées par des Confederates basés ici à Montréal contre les Albany Raids et tout ça. Durant toute et aussi, il y avait des guerres économiques aussi. Montréal, c'était même dans ces temps-là, c'était un centre financier où les guerres de spéculation ont été initiées contre le greenback, le dollar américain, pour essayer de détruire la capacité de Lincoln de payer les soldats et tout. C'était assez cher de financer une guerre civile. Il y avait toutes sortes d'attaques en plusieurs niveaux. C'était pas juste la guerre comme on est donné dans les films, les médias, les textbooks de l'histoire. C'est tout simplifié. C'était une réseau international. Et aussi, une des raisons, peut-être on peut ajouter ça, mais une des raisons que la guerre civile n'a été pas gagnée par la Sud, qui avait le support de l'Empire britannique en plusieurs niveaux, comme j'avais dit, mais aussi l'Empire britannique a été en train de financer, d'acheter le coton
de donner des armes, ils ont produit des vaisseaux battleships. Des bateaux de guerre, si on veut. Là, ouais. Bateaux de guerre pour la Sud aussi, qui étaient très destructifs. Et ils ont été prêts à même reconnaître l'indépendance de la Sud, mais la chose qui les a arrêtés de joindre officiellement dans la bataille sur la côté de la Sud, et aussi la France avec Napoléon le 3 a été aussi pour la Sud. La chose qui les a arrêtés, c'était la Russie. Et Tsar Alexandre le 2 a été une réformeur. Il était nommé la grande libérateur parce que lui, il a libéré les serfs quelques mois avant que Lincoln a annoncé qu'il va libérer les esclaves. Et les deux avaient une oligarchie, en anglais, it's a fifth column, dans leur nation qui voulait travailler pour une oligarchie internationale. Les deux ont avait des combats internes. So Alexandre le II a reconnu dans le bataille que le système de Lincoln d'utiliser le protectionnisme, les banques nationales, les grands projets basés sur la création de la crédit productif pour industrialiser, ça c'était toutes les choses que la Russie fallait utiliser aussi s'ils voulaient vraiment gagner leur combat. D'abord, Tsar Alexandre le II a envoyé une grande partie de le Navy russe. Le Navy, c'est quoi en France? La flotte navale, si on veut, flotte navale. La flotte navale de France aux côtes l'Atlantique et Pacifique, comme pour donner un message à Bretagne et France pour dire que c'est une casus belli contre nous si tu commences à aider la Sud officiellement. Et c'est pour ça que tous je pense qu'il y avait environ 20 000 ou même plus soldats britanniques en Canada qui étaient prêts à attaquer de la Nord et aussi beaucoup de soldats français en Mexique qui ont été prêts à attaquer de la Sud. Et ils n'ont pas fait ça parce que le message était, ce n'est pas une bataille contre Lincoln, c'est une bataille contre Lincoln et la Russie. So, ça, c'est très important aussi de comprendre cette chimie globale. Parce que ce n'est pas une bataille nationale. Et là, tu peux même comprendre, OK, pourquoi est-ce que les mêmes personnes qui ont initié cet succès diplomatique ont été les mêmes personnes qui ont initié l'achat de l'Alaska en 1867. Juste après la fin de Lincoln ou Lincoln est assassiné en 65, juste après la guerre civile. C'est ça, parce que juste pour les gens, parce que, écoute, même moi, tu sais, au Québec, on n'apprend pas ces dates-là vraiment. Puis quand tu ne t'intéresses pas à ça, moi, ça m'a pris des mois et des mois à refaire l'histoire puis à ce que ça devienne chronologique dans ma tête et de comprendre les étapes et tout ça. Parce que là, on a sauté du Québec Act et de l'indépendance américaine de 1775-76 à peu près 50 ans plus tard, à 100 ans plus tard, des années 1840 à 60 et 70 ici. Donc, et là, après ça, pour terminer l'épisode, peut-être la deuxième moitié, on pourrait revenir après à aussi qu'est-ce qui s'est passé entre deux avec le Canada. Ça pourrait être intéressant peut-être de voir un peu là-dessus si tu veux. Ou peut-être pas non plus, je ne sais pas. En fait, non, c'est une bonne idée. On peut discuter ça pour 20-30 minutes dans le prochain épisode. Ouais. Mais ce que tu viens de dire, en fait, c'est ça, placer les pions de la Russie et de voir ça de façon internationale, c'est fascinant. Fait que là, dans le fond, comme tu disais tantôt, l'idée que le combat est international, mais aussi qu'il peut y avoir des alliances entre des gens qui sont pas attendus, en fait, et ça fait le pont, en fait, justement, entre l'Empire russe et l'Empire américain jusqu'à aujourd'hui. Comment que pour nous, au même titre qu'on a eu un peu les Américains démonisés, toute notre vie, la Russie s'est vue comme le méchant aussi, tu sais, un peu également avec la guerre froide et tout ça. Alors, l'idée que, dans le fond, ces deux-là se battaient contre un ennemi commun, ça fait voir différemment un peu l'histoire. Absolument, non, c'est vraiment, vraiment gros. Et avant la guerre froide, les États-Unis et la Russie avaient vraiment une alliance, une tradition d'alliance très, très proche. C'était la Russie qui a, Catherine the Great, durant la Révolution, qui a intervenu avec la Ligue de l'Armed Neutrality, right, comme j'avais dit, qui a donné une mesure de succès qui assurait
Ça a aidé beaucoup aux révolutionnaires. C'était à cause de Darrell Alexander II que Lincoln a gagné. Et tu sais, avec Franklin Roosevelt et Staline, durant la Deuxième Guerre mondiale, après ça, qui a été une guerre créée par les financeurs de Londres et Wall Street, qui a financé Hitler, qui a financé Mussolini, qui voulait une nouvel ordre mondial fasciste pour pousser l'eugénisme, pour créer une société post-nationale. Ça, c'était aussi... Ça marchait pas parce que tu avais l'alliance de Franklin Roosevelt, quelqu'un qui a continué la politique de Lincoln, et Staline, qui avaient ensemble une connaissance que l'Empire britannique, c'était la vraiment plus grande cancer sur la planète. Il fallait travailler ensemble. La Russie, tu sais, a perdu 25 millions de personnes durant la guerre. Les États-Unis a perdu peut-être 500 000. C'est vraiment une différente magnitude. C'était juste, comme tu as dit, c'est la guerre froide. Mais quand on retourne à la question de l'achat de l'Alaska, ça, c'était en 1867, 2 ans après la guerre civile qui était finie. Et c'est William Seward, le secrétaire de l'État de Lincoln, qui a souffert un attentat d'assassination le même soir que Lincoln est mort. Il y avait environ 20 coups de stab wounds. Couteau. Ouais. Ce soir-là, mais il est survécu cet attentat. Et il a organisé le diplomatie secret pour acheter Alaska pour 7 millions de dollars. Et l'idée, c'était toujours de continuer le chemin de fer transcontinental, qui était la première fois sur la planète qu'un chemin de fer a connecté un continent et qui a libéré une nation de l'Angleterre, qui a toujours contrôlé par des sea lanes. Ils ont contrôlé tous les points de shipping partout sur les océans. Les entrées d'eau, si on veut, ou les ports. Oui, les ports, exact. Quand une nation commence à se développer intérieurement, ses capacités, là, tout simplement, il est plus dépendant à le pouvoir des océans et le pouvoir de la monopole britannique. Et cette idée d'une chemin de fer transcontinental, ça a été commencé par Lincoln durant la guerre civile en 1863. Ça, c'était le commencement. Donc là, c'est encore américain, right? Donc, comme Franklin, plutôt, tu parlais du poste Canada, d'aider les Canadiens, Canadiens français, même à ce temps-là, à communiquer entre eux. Alors là, tu as, comment il s'appelait le gars dont tu viens de parler qui a été victime, Seward. Seward, sorry. Ouais. Donc, c'est Seward aussi qui a aidé également à développer le chemin de fer transcontinental. Oui, lui, il y avait un réseau des gens qui faisaient partie de cette bonne complot. Il y a des bonnes complots aussi, internationales. Et oui, comme tout seulement après ça, un voyage qui a pris 2-3 mois d'aller de New York à Californie, tout soudainement a pris 3 jours. Sur le ton dit de l'espace-temps a shifté beaucoup, right? Ouais. Et l'idée, c'était fini en 1869, ça a commencé en 63, fini en 69. Puis l'idée, c'était de le continuer jusqu'à Colombie-Britannique, Alaska, qui était maintenant acheté par la Russie, c'était devenu propriété de l'États-Unis, et de le continuer autour de la détroit de Bering, en Russie, en Eurasie, en Chine et partout dans le monde eurasiatique, pour augmenter la civilisation et la capacité de travailler ensemble au lieu d'être tout divisé pour être mieux conquéré, qui était le formule impériale depuis Babylone. Le Canada était devenu vraiment une région très, très, très stratégique. Et c'est pour ça que peut-être on peut discuter dans le prochain épisode, mais la question de pourquoi est-ce qu'on est devenu une confédération britannique en 67. Pourquoi? Right? Parce que la conférence qui a initié le British North America Act, l'acte nord-américain britannique, c'était pas en 67, c'était en 1864 que c'était initié
par Johnny MacDonald, Georges-Étienne Cartier, tous ces gens-là. Je pense que c'était à Charlottetown. Et d'abord, c'était durant la guerre civile que ça a commencé à la fin de la guerre, quand les Britanniques ont réalisé que, OK, Lincoln va gagner, on doit créer une nouvelle stratégie parce que tout simplement, le real estate de la Canada est devenu vraiment, vraiment élevé. Tout le monde voulait l'avoir. Et l'Empire britannique a perdu beaucoup de pouvoir. Ils ont expandé beaucoup de leur énergie en essayant d'écraser la Chine avec la Deuxième Guerre d'opium, d'écraser la Russie avec le Crimean Wars, les guerres de Crimée avec la France et l'Empire ottoman. Ça, c'était aussi très, très cher pour l'Empire britannique. Il a dépensé beaucoup d'énergie en écrasant des rébellions en Inde en 1859 et 60. So, tout le monde sur la planète a reconnu finalement que l'Empire britannique est vraiment le diable. Et on doit travailler ensemble pour établir quelque chose de nouveau et de meilleur basé sur la loi naturelle. So, c'était un point de potentiel très élevé. Et comme j'avais dit, tous les gens qui faisaient partie de la diplomatie pour vendre l'Alaska aux Américains sur les deux côtés voulaient avoir cette extension pour connecter les vieux et le nouveau monde ensemble, et aussi le chemin de fer transsibérien qui a été commencé en 1890 par des gens autour de le ministre de Finances Sergei Veta. Ils ont utilisé... ministre des Finances de Russie, right? Donc, de Russie, sorry, oui. Ouais. Yeah. De l'autre côté du détroit de Bering, Bering Strait. Exact. Et eux autres, ils ont utilisé le système économique politique de Hamilton et Lincoln avec un système de tarifs protectionnistes pour favoriser le développement des agricultures locales, les manufactures locales. Ils ont introduit des banques de l'État pour financer des projets, pour donner des prêts aux entrepreneurs qui voulaient faire quelque chose d'utile. Et aussi, les chemins de fer eux-mêmes, dans la Russie, sur la Transsibérienne, qui est comme 9000 km, c'est assez long, ont été produits en Philadelphie par Baldwin Locomotives. Ça, c'est les chemins de fer, les chars elles-mêmes sur les chemins de fer ont été produits dans Philadelphie. Ça, c'était vraiment un nouveau monde de gagnant-gagnant, un système ouvert basé sur la coopération, la pensée long terme. Ça, c'était en train d'être fondé. Et est-ce que c'est à ce moment-là que le nom du système est né, ou c'est venu plus tard que toi, tu relèves dans tes... Le nom de quel système? De ce système-là, le système économique. Je ne sais pas, c'est parce qu'on ne l'a pas dit. Américain, le système économique américain? Non. C'était originalement, je pense que l'origine de le nom elle-même vient d'un livre écrit par Friedrich List, une économiste allemande, en 1827, qui est venu ici, il est venu à les États-Unis avec Marquis de Lafayette. Parce que Marquis de Lafayette, ça, c'est une autre histoire. Mais Marquis de Lafayette... Ouais, mais on peut, pour terminer, peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Puis juste avant, parce que là, on a introduit, il y a tellement de choses que dans chaque sujet, on devrait parler pendant des heures, ce qu'on ne fera pas évidemment, mais c'est fascinant. Puis moi, je trouve, pour les gens qui suivent, puis qui arrivent à suivre le flow un peu, pour moi, en tout cas, quand j'ai compris ces choses-là, ça change toute la réalité, tu sais. Et puis fait que là, je veux que les gens aient une image mentale de la carte du Canada avec l'Alaska et les États-Unis vus par l'Empire britannique, et l'importance du Canada dont tu as parlé tantôt. Il ne faut pas l'oublier. C'est la stratégie, c'est qu'une fois que les États-Unis sont unis ensemble, Nord et Sud, puis tout ça, si le Canada tombe à ce moment-là, comme tu dis, le Nouveau Monde peut partir jusqu'en Russie, et puis là, tout connecté ensemble pour le bénéfice de tout. Et là, ça fait vraiment une force majeure sur la planète qui peut battre l'Empire britannique. Alors là, c'est pour ça, potentiellement, que l'Empire britannique met toutes ses cartes au Canada pour contrôler le Canada le plus possible, parce que il faut que le Canada soit infiltré de partout, en fait. Puis là, j'ai l'impression que c'est là l'importance du Canada. Et pour moi, pourquoi je dis le Québec en quarantaine, c'est que l'importance de garder le Québec sous une certaine tutelle de fer, une main de fer, parce que si le Québec s'ouvre au monde et
et potentiellement dans l'histoire, le Canada français, là, les francophones, se mettent à comprendre ces choses-là. Peut-être même le pot de vin dont tu as parlé et l'entourloupe ou l'enfiroipage qu'on a vécu dans les années 1770 et à quel point qu'on a été potentiellement manipulés pour détester les Américains et tout ça, alors qu'eux nous tendaient la main peut-être pour se sauver d'une certaine emprise de l'Empire britannique. Eh bien là, si nous, on vire de capot dans ce temps-là, parce que dans ce temps-là, nous autres, on était 80-70% de la population du Canada. C'était nous autres, je dis nous autres, là, mais sans faire de combat ethnique, tu comprends ce que je veux dire, là, en termes de chiffres, là, c'était nous autres, la population nord-américaine au nord. Alors là, la place du Québec dans l'histoire est quand même vraiment fondamentale. Et nous autres, quand on est Québécois, Canadiens, Français, on n'apprend pas ça. On n'a pas l'importance de cette valeur-là qu'on a eue dans l'histoire ici, puis à quel point que c'était important pour l'Empire britannique de nous contrôler, parce que sinon, on pouvait faire le jeu de tous des côtés potentiels du monde. On pouvait faire jouer le monde et faire s'écrouler un empire. Tu sais, j'exagère un peu, mais en quelque part, c'est quand même ça. Ou je me trompe ou ça te fait du sens? Absolument. Non, 100%. Je sais sur des autres épisodes, on a discuté un petit peu, mais c'est pas grave. L'Empire britannique, l'oligarchie a fait un enjeu où ils ont comme hypnotisé la population aujourd'hui pour croire francophone, anglophone, dans les États-Unis, en Europe, tout le monde a été hypnotisé avec beaucoup de propagande et beaucoup de traumas et beaucoup d'autres choses, beaucoup de drogue, pour nous convaincre que l'histoire a commencé dans les années 60. Exact. Avant ça, c'était juste la télévision noir et blanc, c'était la vieille société qui n'a pas de connexion avec la société de couleur, d'émotion, qui savoir comment juste vivre. Et les baby boomers partout avaient cette expérience collective. Mais ça, c'était une fraude. On faisait partie d'une vague historique qui est très, très longue. Et quand tu regardes les points de résistance contre l'oligarchie britannique en Canada, tu avais des forces vraiment fortes qui ont travaillé vraiment fort pour associer l'identité des Québécois dans la bataille de Joan of Arc, Jeanne d'Arc contre l'Empire britannique. Les gens comme Calexa Lavallée, le compositeur français, compositeur, compositeur, qui a écrit des opéras et des histoires basées sur les plus grandes traditions de Henri le IV et Charlemagne, le grand chef de God, how do you say this? L'empereur dans l'empire, la dynastie carolingienne dans le 8e siècle, qui est vraiment une bonne personne. Quelle dynastie, excuse-moi? Carolingienne. So, Charlemagne était l'empereur en le 8e siècle après Jésus-Christ. Puis, OK, je pense que je ne connais pas Caroline. Le Carolingian Emperor, la dynastie. Oh, Carolingienne. OK, Carolingienne. Oui. OK, excuse-moi. OK. Excuse-moi, c'est ma Carolingienne, OK. Comme les Mérovingiens ou quelque chose comme ça. Ouais, OK, c'est ouais. Et, mais comme des gens comme Calexa Lavallée, c'était pas juste des artistes, c'était comme Benjamin Franklin, c'était pas juste une scientifique, il était aussi des hommes politiques qui travaillaient avec les groupes de Les Rouges ici à Montréal et à Québec et à Saint-Hyacinthe qui ont organisé ensemble contre le BNA Act parce que eux autres, ils voulaient devenir une nation québécoise, une république indépendante. Ils ont été des républicains. Même Wilfrid Laurier faisait partie de ce groupe. Et je dirais que lui, il est probablement le dernier républicain, au moins un homme d'État avec un cœur républicain, même s'il était une première ministre canadien sous l'Empire britannique. Mais il était un grand admirateur de Lincoln et il voulait faire des changements dans le système, mais il était honnête. Mais il y avait un combat
qu'on n'est pas enseigné aujourd'hui, même dans le secteur de Toronto et le secteur pour les anglophones, notre histoire aussi a été détruite parce qu'il y avait des forces pro-Lincoln en pouvoir en Ontario qui voulaient aider et qui a aidé Lincoln dans leur façon. Mais après que Lincoln est mort, ils ont été tout détruits par leurs ennemis comme George Brown, comme McDonald, qui ont été tout affiliés directement avec l'Empire britannique, qui étaient des francs-maçons, vraiment malévolents. Mais les gens comme, il y avait des gens comme Isaac Buchanan, le chef de le parti en pouvoir en Ontario. Et ça, c'est quelles années déjà, Buchanan? Buchanan était son plus grand temps en pouvoir. Il était le président de la partie libérale qui était quelque chose de différent dans ce temps-là, en 1861-62. Je pense à 63 aussi. Dans la Révolution, la guerre civile américaine aussi. Là. Et lui, il a organisé pour que le Canada soit neutre durant la guerre parce qu'il y avait beaucoup de pouces, une grande pousse pour, comme j'avais dit, de nous encourager de combattre contre Lincoln sur la côté de la Sud et aussi de créer une Zollverein, une union modelée sur le système de Friedrich List, l'Allemagne que j'ai mentionné, qui a donné le nom American System. Exact, ouais. Lui, il a créé l'idée d'une Zollverein qui a unifié l'Allemagne sous une tarif protectionniste qui a unifié toutes les différentes provinces de l'Allemagne qui étaient toutes divisées, mais aussi le Crédit national pour financer les chemins de fer, qui a créé une vraiment grande accroissance de la pouvoir productif. Une croissance de la productivité interne, du PIB qu'on pourrait appeler aujourd'hui, une croissance de la valeur, de l'énergie. Oui. Right. So, Isaac Buchanan voulait faire la même chose pour le Canada et c'était pas comme l'ALENA, c'était différent. Les gens diront, oh, ça c'est comme l'ALENA. Non, c'est pas l'ALENA. Ça, c'est vraiment une idée dans ce temps-là de travailler avec les États-Unis avec une tarif continentale, mais sur des chemins de fer partout et d'augmenter la qualité de vie basée sur des processus 5 à 10 à 20 années de planification et de long terme durable ensemble contre l'Empire britannique. So, c'était un différent monde, un différent États-Unis complètement. Les gens, je dois comprendre ça pour comprendre qu'est-ce qui a pris contrôle et pourquoi on est devenu effectivement des parties de la machine impériale avec la BN Act en 67. Ça. C'est malade. Écoute, on va terminer peut-être en 5-7 minutes, quelque chose comme ça. Je veux juste faire une petite aparté ici importante parce que, dans le fond, là, ce qu'on a fait, on a couvert à peu près un siècle, si on veut, là, de 1775 à 1870, quelque chose comme ça, dans ce coin-là. Super intéressant. On a sauté, en fait, donc, la partie de la Révolution des patriotes québécoises. Alors ça, je vais couvrir ça probablement dans l'épisode suivant avec Pascal Chevrier, l'autre collaborateur qui est c'est pourquoi je n'ai pas dit rien, parce que tu me dis que ça serait la sujet de... C'est vraiment cool. C'est pour ça que ma série, je suis très content. On va imbriquer les choses pour les auditeurs qui veulent suivre ça et s'intéresser à toutes ces notions ici. Mais je veux qu'on finisse peut-être avec un wrap-up un peu de ce qu'on vient de dire et nous lancer dans le futur, en fait, parce que là, après ça, on va passer à la prochaine étape. Donc, la chose qui est super intéressante dans tout ça, c'est donc la notion du système américain vu non pas juste par les Américains, mais par des gens extra-américains, donc des gens en Allemagne et tout ça ici qui ont vu la force d'avoir du développement local, des tarifs locaux et la question de la finance. En fait, j'aimerais peut-être terminer que tu dises un mot sur la question financière qui est super importante dans tout ça parce que présentement, si on revient en 2020, pendant la pandémie et tout ça, les gens qui ont commencé à s'informer, puis tout le Great Awakening, le grand éveil mondial et tout ça, les gens commencent vraiment, en grosse partie dans la population, à catcher un peu la manigance des grands banquiers, etc., et du système basé sur les dettes aussi. Alors, ce que je trouve intéressant avec la notion du système américain, c'est peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus avec un parallèle entre le système américain et comment tu imbriques ça dans tes recherches personnelles avec la notion de système ouvert plus au niveau scientifique là-dessus et aussi avec la notion économique également qui est un système qui n'est pas basé non plus sur la dette
des gens. Donc, peut-être qu'on pourrait terminer, peut-être si tu veux faire un petit wrap-up là-dessus. Et dans le fond, si je comprends bien ce que tu nous as dit dans les dernières 10-15 minutes aussi avec Diefenbaker, pas Diefenbaker, mais le président canadien, c'est Isaac Buchanan? Buchanan, excusez-moi, je mélange avec Diefenbaker. Avec Buchanan, c'est que lui, dans le fond, il comprenait aussi cette valeur-là et que c'était la façon de créer de la richesse sur le territoire à l'interne. Et donc, lui, il comprenait la valeur de ce système-là ici. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de comment tu imbriques la notion de ce système américain, de l'union avec les rails et tout ça, dans ta vision scientifique globale là, de tes recherches? Oui. Quand tu lis les sources originales des grands penseurs qui ont initié ce système américain, comme les écritures de Alexander Hamilton et les rapports qu'il a écrits sur la raison d'être des manufactures et aussi sur la crédit, sur une banque nationale. Et tu peux les lire. C'est un peu difficile parce qu'il utilise un langage beaucoup plus élevé que la langue anglaise qu'on utilise aujourd'hui. Même pour les anglophones, c'est assez difficile, mais c'est très important de faire l'exercice quand même. Et il est vraiment clair que la valeur ne vient pas de l'argent ou le désir pour l'argent ou le désir même pour les choses matérielles. Les choses matérielles, c'est nécessaire de créer des choses parce qu'on est matériel, on vit dans un monde matériel, on a besoin de manger, de nous habiller, tout ça. Et la chose qui est très importante, qui soutient ça, c'est la production de nos agricoles, nos textiles, nos infrastructures qui va augmenter toute la plateforme. Il est vraiment clair. Mais il a dit que même ça, ce n'est pas la source de la valeur. Ça, c'est la source qui cause l'amélioration de tous ces processus de production, les nouvelles technologies, des choses. C'est parce que comment est-ce qu'on crée des nouvelles ressources, comment est-ce qu'on crée des nouvelles technologies, comment est-ce qu'on améliore nos capacités de recevoir de nourriture ou d'habillement dans des meilleures qualités. Right? Ça, c'est l'esprit humain. Et une économie basée sur la création et des nouveaux talents. Et quand tu as une société agricole, il est clair que tu n'as pas beaucoup des options pour t'exprimer ou de trouver tes talents créatifs. Parce que… La créativité, oui, exactement. Ouais. Agriculture, c'est l'agriculture. Ça prend l'expérience d'une fermier. Mais peut-être vous avez des autres désirs et des autres aptitudes que tu ne vas jamais trouver. Pour Hamilton, c'est clair, c'est l'esprit qui cause la valeur. Et l'argent, l'économie politique, c'est toujours pour servir les moyens d'améliorer l'esprit de chaque citoyen, basé sur des niveaux physiques, mentaux et spirituels. C'est très clair que c'est un processus. Et ça, c'est même maintenant qu'on commence à parler de la science. C'est pas juste des théories monétaires, right? De l'échange libre qui est juste basé sur des lois de supply and demand. Le libertarianisme, Ayn Rand et tout ça. Là. Ouais. Right. Yeah. La héroïne a de la valeur parce que les gens le veulent. Ils sont prêts à acheter la héroïne. D'abord, on doit dire comme une bonne monétariste que ça possède une valeur intrinsèque. Mais non, un hamiltonien, un gens qui pensent en termes de l'économie physique, non, on voit que l'application de l'héroïne comme une nouvelle habitude dans la société créera une destruction les pouvoirs de soutenir ton population. Il y a une valeur négative. Et là, la deuxième loi créative, c'est la dette. Parce que pour Hamilton, pas toutes les dettes sont égales. Donc, pour un monétariste ou une personne qui essaie d'appuyer une logique mathématique sur un système physique économique, parce que l'économie, le monde réel, c'est physique, c'est pas, ça, c'est pas un phénomène mathématique, mais là. Hein. Mais si tu essaies d'appuyer un système quantitatif, mathématique, la dette, 10 $ de dette ou millions de dollars de dette, c'est le même, n'importe comment tu as créé la dette. Mais pour quelques normal,
Non. Si j'ai dépensé ma dette pour acheter de l'héroïne, comme j'avais dit, ça, c'est pas une bonne dette. Ça, c'est une dette qui va devenir une dette de une centaine de dollars en quelques jours et 1 000 $ dans quelques jours après ça. Et je serai en prison après ça, après que je vole quelque chose de, de mon voisin. Une bonne création d'une dette légitime, c'est d'investir pour augmenter. Je suis une fermier, j'ai des aptitudes d'utiliser ma connaissance, mais je n'ai pas une bonne tracteur. Tracteur? Oui, un tracteur, oui. Un tracteur. Je n'ai pas un tracteur. Ça, je dois aller aux banques pour prendre une prête pour acheter un tracteur. Mais ça, c'est différent d'aller pour acheter une drogue, right? Parce que maintenant, je serai capable de créer plus d'abondance qui va, en quelque temps, me laisser payer mon dette originelle, peut-être avec un peu d'intérêt aux banques qui m'a donné la prête. Mais maintenant, j'aurai beaucoup plus d'abondance qualitative que je peux maintenant réinvestir pour payer pour plus d'employés, pour améliorer mes technologies et tout ça. Ça, c'est une bonne dette. D'abord, dans une société qui a le moral fitness, la valeur morale, peut-être la philosophie morale. Les valeurs morales basées sur la loi naturelle sont toujours en train de créer des bonnes dettes. Et d'abord, tu peux avoir un grand projet comme le détroit de Bering. Tu sais, on a parlé de grands chemins de fer. Ça coûtera beaucoup d'argent. D'abord, tu dois avoir une sens d'une banque nationale qui est capable de créer un certain type de dette, peut-être avec des bonds que les citoyens peuvent acheter de 4, 5, 10, 20, 40 années même. Des bonds, right? Ouais, des bonds, de 40 années qui sont connectés avec le projet qui va créer la monétisation dans la société, mais c'est connecté avec le projet. D'abord, tu augmente qualitativement toute l'économie. Tu crées des nouvelles industries, des nouvelles technologies pour faire le job, parce que tu ne peux pas faire le job avec les technologies qui existent aujourd'hui. Ça prend des nouvelles découvertes créatives. Ça prend des nouveaux scientifiques, right? D'abord, ça, c'est où le système devient ouvert. Tout soudainement, on encourage des nouvelles idées. On n'essaie pas de les détruire parce qu'on veut juste monopoliser ce qui existe déjà pour avoir notre contrôle. Ça, c'est un système fermé impérial, malthusien, comme on a parlé dans les vieux épisodes. Un système ouvert, c'est comme ce que j'ai mentionné. Ça cherche toujours de transformer dans une façon directionnelle qui est meilleure, que chaque jour est meilleur que le jour dans le passé. Il n'y a pas de fin à ce processus. Mais tu dois avoir une certaine foi que la nature humaine et la nature de l'univers est fondamentalement bon. Parce que si tu crois que l'être humain est fondamentalement terrible, une espèce, une bête terrible, un virus, tu ne peux pas vraiment faire ça parce que plus des humains, ça veut dire plus de cancer, ça veut dire plus de destruction. Exact. Bon, ça, c'est pas bon. Ça devient quelque chose, la science devient quelque chose qui est connecté avec la foi en ce sens-là. Nice. Quelle belle fin. Écoute, c'est super, Matt. Fait que là, on se retrouve présentement à la fin du 19e siècle, si on veut. Ouais. On a une guerre entre le système américain, système ouvert, et les systèmes fermés et l'Empire britannique pour garder le cap sur l'Amérique du Nord ici. Dans le prochain épisode, l'épisode numéro 3, tout le monde, on va faire un saut dans la révolution des patriotes québécoises pour aller un petit peu plus en détail. Donc, vous faire un zoom-in sur qu'est-ce qui s'est passé pendant les années 1800 jusqu'à 1840, avant donc le gros bout qu'on a passé sur Lincoln et la révolution, la guerre civile américaine plutôt tantôt, pour voir comment ça s'est passé ici au Québec. Ça va être fascinant. Et juste après, on va revenir avec Mathieu et là, on va passer à le siècle suivant, potentiellement au gros point majeur suivant. Et j'aimerais ça, Mathieu, aussi qu'on continue à élaborer la notion du système financier en lien aussi avec la question des intérêts. C'est quelque chose, je pense, qui est important aussi. Donc, les taux d'intérêt, la fractionnalisation bancaire qui joue aussi beaucoup dans les deux systèmes, le système fermé, le système ouvert, pour créer de la dette aussi et garder les gens dans un état plus précaire et un stress
continue là-dessus au niveau juste de la survie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Fait que ça va être super intéressant là-dessus. Et juste pour terminer, tout le monde, eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. C'était l'épisode Dans le franc des yeux numéro 2 avec Matt et Rhett. Et je veux juste prendre un moment, Mathieu, parce que je mets un petit focus sur les Canadiens français, donc le côté francophone de la chose. J'ai parlé tantôt, j'ai fait une parenthèse sur la manipulation de l'Empire pour garder le Québec dans un cocon fermé, pour qu'on ait nos œillères fermées sur nous ici. Mais également, tu en as parlé, puis c'est important de le mentionner, puis je veux qu'on termine là-dessus peut-être en te laissant le mot de la fin. Évidemment, les anglophones, donc les loyalistes qui sont devenus ensuite les Canadiens anglais, les anglophones canadiens québécois et partout ensuite dans l'Est, dans l'Ouest, quand le rock est devenu le rock du Canada, eux aussi ont été instrumentalisés contre les États-Unis, mais ensuite de ça est venue l'instrumentalisation francophone, anglophone à l'intérieur du Canada. Nous, on vit ça comme du Québec bashing, mais j'imagine que de ton côté aussi, tu vois qu'il y a eu une certaine instrumentalisation pour voir un peu le Québec comme le mouton noir du Canada et qu'on ait donc une espèce de guerre Est-Ouest à l'intérieur même du Canada qui fait nos propres ravages internes et qui nous empêche probablement de s'unir ensemble pour peut-être potentiellement s'allier contre les États-Unis. Est-ce que tu trouves que ce que je dis, ça fait du sens et que autant du côté anglophone... Absolument. Mais je pense que pour cette raison-là, la discussion avec Pascal la semaine prochaine, whatever, sur la rébellion des Patriotes sera très intéressant parce que c'était pas juste la rébellion des forces de Papineau, c'était aussi connecté avec la rébellion des forces de William Lyon Mackenzie. Right? Les deux ensemble, anglophones et québécois, avaient une groupe des républicains révolutionnaires qui a compris qu'il y avait une grande fraude qui les a frappés les deux côtés avec le lac de Québec. Et ils voulaient corriger la fraude de l'histoire. Mais, il n'était pas, malheureusement, le temps n'était pas prêt. Ils ont peut-être sauté des États pour... Et Pascal va discuter ça, mais c'est sûr que l'Empire britannique est vraiment bon à instrumentaliser, weaponiser les différents groupes de leurs victimes contre eux autres. Et on l'a vu ça en Inde avec des Sikhs et hindous et musulmans qui avaient tout en commun contre leurs oppresseurs, mais quand l'Empire britannique les a donné indépendance, ils ont assuré qu'ils ont créé en 46-47 Pakistan comme une nation qui ont partitionné, qui est musulman, et déconnecté avec les partis, les groupes hindous et sikhs. Et ils ont juste assuré que tout le monde combat basé sur leurs différences ethniques, linguistiques, principalement linguistiques. Et ici, au Canada, c'est 100% ça, nos haines contre les Français et les anglophones, il n'y a pas de raison du tout. C'était juste de nous faire combattre ensemble pour ne pas réaliser qu'on a le même ennemi. Ouais. Diviser pour mieux régner. Il n'y a personne qui fait mieux ça que l'Empire historique britannique. J'avais jamais vu le Québec comme le Pakistan du Canada, alors c'est très drôle. Yeah. Parce que l'importance de la division religieuse est fondamentale dans tout ça parce que c'est le système de croyance, en fait, et donc la particularité catholique du Québec versus protestante canadienne, si on veut, ou anglo-saxonne. Anglican, protestant, ouais. Exact. Mais on voit le même temps qu'ils travaillent ensemble dans les traîtres, traders. Les traîtres, de les deux côtés, ils travaillent ensemble. Et comme on a vu avec Georges-Étienne Cartier puis McDonald, Georges-Étienne Cartier, le catholique, puis McDonald, le anglican, ils ont été tous des francs-maçons qui ont travaillé ensemble pour nous absorber dans le système britannique pour détruire les rouges des instituts canadiens. So, c'est pas vraiment une vraie division.
Exact. Super cool. Ouais, quand les Québécois, quand on dit les maudits anglais, il faut arrêter peut-être de s'imaginer qu'on parle des maudits anglais de l'Ouest, mais il faut repenser aux maudits anglais de l'Est. C'est peut-être là qu'il faut diriger notre haine, pas notre haine, mais notre pas la population, parce que même la population c'est pas les Anglais. Grande-Bretagne sont en train d'être détruits aussi. C'est vraiment l'oligarchie qui est juste basée comme une parasite, une cancer physiquement dans cette petite île-là, mais c'est les mêmes familles depuis Babylone puis l'Empire romain. Non? Exactement. Right on. Ben, Mathieu, c'était malade. Merci beaucoup pour ce deuxième épisode, mon cher. Et puis, on se retrouve tout le monde dans le prochain épisode de la série Le Québec en quarantaine à Dans le franc des yeux. Salut, Matt. Merci encore. Bye. That's it tout le monde. Alors, voici la grosse base, encore une fois, une autre grosse base de la série Le Québec en quarantaine. C'est vraiment cet épisode-ci autour de la question centrale de l'Acte de Québec de 1774 qui, selon moi, est un des morceaux du cœur de ce qui est important de comprendre pour la notion des empires et la notion plus large des systèmes géopolitiques qui vont diriger le monde, qui dirigent présentement et qui vont continuer à le diriger dans le futur. Donc, je veux vraiment vous rappeler d'aller voir les travaux de Matt Ehret sur le site web canadianpatriot.org et risingtidefoundation.net. C'est dans les commentaires. Achetez ses livres si vous avez aimé sa présentation aujourd'hui. Allez voir sa chaîne Rumble aussi. Parce que lui, après mes enregistrements qui ont été faits en 2021-2022, donc je vous dirais depuis 2022, Matt Ehret et ses collaborateurs ont sorti tranquillement un petit peu plus de vidéos style documentaire, traduits en français aussi. Donc ça peut être vraiment des bons compléments pour notre série ici, si ça vous intéresse d'en avoir un petit peu plus. Dans les notes, dans la description, dans les commentaires, je mets des liens pour contributions financières, donc virement Interac, PayPal, si ça vous intéresse. J'aimerais ça rémunérer les invités qui ont donné chaleureusement de leur temps pour faire ça et qui ont joué avec mon horaire et tout le monde ensemble pour se mettre disponible pour vous. Donc, si jamais on atteint 500 $ jusqu'à la fin de la diffusion de cette série-là, je vais leur donner ça à 100% à eux. Si jamais il y en a plus, je vais garder l'excédentaire pour moi. Donc, voilà, ce serait super cool. Donc, très excité tout le monde de vous présenter les prochains épisodes parce que là, on tombe dans les années 1800 et on change d'invité. On s'en va avec mon invité Pascal Chevrier sur la situation géopolitique, en fait, ayant mené à la rébellion des Patriotes du Bas-Canada. Donc, vous allez voir, l'énergie va être complètement différente. On change de personnalité de podcast ici. Ça va être un peu plus posé, un peu plus lent, mais ça s'imbrique de façon fabuleuse vraiment dans la série globale. Et sans ça, c'est difficile de comprendre la suite aussi également. Donc, ne manquez pas l'épisode 3, tout le monde, la semaine prochaine de la série Dans le franc des yeux pour la saison 2, Le Québec en quarantaine. C'est en passant à tout ça qu'on arrive à changer, je pense, nos perspectives sur le monde et à s'adapter à sa réalité. Alors, comme on aime dire présentement pour la deuxième saison, n'oublie pas, change-toi, change le monde. Ciao!